Alors, on est le 9 décembre 2025 et hier, on a eu les résultats annuels d'un acteur majeur du nautisme Katana Group. Oui, Et franchement, à première vue, les chiffres ils piquent un peu. On parle d'une baisse de 23% du chiffre d'affaires. c'est une chute très nette. On pourrait vite se dire que le navire prend l'eau. C'est ça. Mais comme souvent, le gros titre, il ne dit pas tout. Loin de là. On a le communiqué financier sous les yeux et notre but aujourd'hui, c'est justement de passer derrière ces chiffres bruts, de comprendre la stratégie, comment est-ce qu'on navigue quand le marché se retourne comme ça. C'est une situation fascinante, parce que le secteur sort d'années complètement euphoriques post-Covid. Tout le monde voulait son bateau. Exactement. Et là, c'est le retour à la réalité. Un retour qui est amplifié par l'inflation, par un climat mondial un peu tendu. Et ce document, c'est vraiment une plongée dans les arbitrages qu'une direction doit faire. Est-ce qu'on sauve les profits de l'année ou est-ce qu'on prépare l'avenir? Bon, alors commençons par le choc, les chiffres clés. Le chiffre d'affaires passe de presque 230 millions d'euros à... 175 millions. Mhm. Et le résultat net, lui, il est divisé par plus de 2, de 28,7 à 11,8 millions. Ce n'est pas une petite correction, c'est une falaise. C'est une baisse très significative, oui. Et pourtant, dans leur communiqué, ils utilisent l'expression régulation logique. C'est un peu de la langue de bois, non? Pour dire qu'ils ont été lents à réagir. C'est une très bonne question. Alors, logique, oui, dans le sens où la croissance d'avant était intenable, c'était une bulle de demande. D'accord. Et la première, c'est ça, le retour à la normale, la régulation. La deuxième, c'est l'inflation, qui a pesé sur le pouvoir d'achat. Et la troisième, plus spécifique à 2025, C'est cet attentisme accru. voilà, c'est-à-dire que les gens, eh ben, ils hésitent à signer le chèque. Ils attendent de voir. Exactement. Le texte pointe du doigt l'instabilité mondiale et même, de façon assez directe, la politique de la nouvelle administration américaine qui aurait accentué cette frilosité. D'accord. Mais pour être juste avec eux, ils n'ont pas été complètement surpris. Ils expliquent qu'ils avaient un très bon carnet de commandes, ce qui leur a permis d'amortir le choc. Disons qu'ils savaient que la vague arrivait. Mais elle a été plus forte que prévu. Probablement, oui. Bon, le contexte est posé. Marché difficile. Et c'est là que leur réaction devient vraiment intéressante. Face à ça, leur première décision a été de baisser les prix de vente. Oui. Ça semble complètement à contre-courant. Pourquoi faire une chose pareille? On est au cœur de leur stratégie. Le communiqué utilise les mots baisse, assumée et clair. Assumé et clair. En gros, ils ont vu que les clients étaient en mode pause. Après des mois d'hyperinflation où les prix ont flambé, tout le monde s'attendait à une correction. Donc, soit ils ne vendaient plus rien, Soit ils prenaient les devants. Ils ont choisi d'envoyer un signal fort au marché pour dire « n'attendez plus, c'est maintenant ». C'est un sacrifice de marge, clairement. oui, un sacrifice à court terme pour ne pas perdre de part de marché. 8. Mais ça maintient l'outil industriel en marche et ça garde la marque visible. Et si ce n'était que ça? Mais leur deuxième choix est peut-être encore plus audacieux. On regarde les charges de personnel. Ah oui. Le chiffre d'affaires plonge de 23%, mais les effectifs, eux, ne baissent que de 10%. Et là, on tombe sur une expression que je n'ai quasiment jamais vue dans un communiqué financier, Je vois de laquelle vous parlez. sous-productivité. Ils l'écrivent noir sur blanc. C'est une transparence presque brutale. C'est rarissime. Et ça, on dit très long sur leur culture. La plupart des entreprises auraient noyé ça dans du jargon, du genre adaptation des capacités. Eux non, ils le posent sur la table. Ils admettent avoir conservé des effectifs supérieurs aux besoins. Mais pourquoi? C'est la première chose qu'on coupe d'habitude en cas de crise. Parce qu'ils ont de la mémoire. Et le document le dit très clairement. Ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu en 2022 et 2023. L'enfer du recrutement? L'enfer du recrutement et de la formation. Le nautisme, c'est un métier de main-d'œuvre très qualifié, des menuisiers, des stratifieurs. Ces compétences-là, elles sont rares. On ne les trouve pas sur le marché du jour au lendemain. Exactement. S'ils licencient massivement aujourd'hui, le jour où le marché repartira, et il repartira, ils mettront des années à reconstruire leurs équipes. Et ils rateront la reprise. C'est un pari classique dans les industries cycliques. Garder les compétences, même si ça coûte cher, pour être le premier à redémarrer. Tout à fait. Le communiqué le résume dans une phrase qui est un vrai manifeste. Le choix pragmatique de sacrifice de marge au profit de la préservation des capacités industrielles. C'est une vision à long terme. Ils paient aujourd'hui pour être prêts demain. C'est ça, ils investissent dans leur capital humain. D'accord, donc ils sacrifient les marges, ils sacrifient la productivité. On a l'impression d'une entreprise qui subit, qui serre les dents. Est-ce qu'il y a quand même des
des points positifs dans ce tableau, des choses qui fonctionnent. Oui, et c'est là que le document devient plus nuancé. Tout ne souffre pas de la même manière. 1. Le marché n'est pas un bloc. Le communiqué explique que ce sont surtout les bateaux de petite et moyenne taille qui sont à la peine. Pourquoi cela en particulier? Pour 2 raisons. La clientèle est plus sensible à l'inflation et surtout, les sociétés de location, qui sont de gros acheteurs sur ce segment, ont plus de mal à trouver des financements en ce moment. D'accord, mais il y a des niches qui résistent alors. Absolument. Et elle valide complètement la stratégie du groupe. 2 segments se portent même très bien. Lesquelles? D'abord, le haut de gamme, les très grands catamarans. Le document cite le succès du nouveau Bali 5.8 et du Bali 5.2. Ça montre qu'il y a toujours une clientèle fortunée, moins touchée par la conjoncture. Et la deuxième niche? C'est la niche du grand voyage. Le Katana OC50, qui est un bateau conçu pour les tours du monde, se vend très bien. La clientèle pour ce genre de projet de vie est décrite comme étant moins exposée à l'attentisme ambiant. Leur décision est plus mûrie, moins impulsive. Voilà, ce n'est pas un achat coup de tête, c'est un projet de vie. Et j'imagine que ces succès dans le haut de gamme, ça doit les conforter dans leur choix pour l'avenir. Exactement. Ça nous amène tout droit à leur plan stratégique 2030. Le cap, il est très clair. Se spécialiser encore plus dans les catamarans et surtout, L'offensive sur le bateau à moteur, l'offensive sur le bateau à moteur. C'est l'axe de développement majeur. c'est un marché gigantesque, bien plus grand que la voile. Mais la concurrence doit être féroce. Féroce. Mais ils y vont avec méthode. Ils ont lancé une toute nouvelle marque, Yacht, produite au Portugal. D'accord? Les premiers modèles, le Yacht 36 et le 41, sont des hors-bord, donc avec les moteurs visibles à l'arrière. C'est une bonne porte d'entrée sur le marché. Mais le vrai saut, le changement de dimension, c'est le modèle qui arrive. Le Yacht 53. Le Yacht 53. Et là, attention, c'est un modèle inboard. Ah, attends. Inboard, ça veut dire... Ce n'est pas juste un détail technique, ça. Ça change tout, non? Ah non, ce n'est pas un détail du tout. C'est un changement de monde. Ça modifie complètement l'architecture du bateau. Le centre de gravité, l'espace habitable, le silence à bord. C'est un savoir-faire beaucoup plus complexe. Beaucoup plus. Là, ils ne se contentent plus d'adapter un concept. Ils entrent frontalement en compétition avec les géants historiques du motonautisme. Prestige, Sunseeker. Et c'est là que le fait d'avoir gardé leurs ingénieurs et de construire un nouveau pôle R&D prend tout son sens. Tout sans sens. Ils ne font pas ça en dilettante. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. C'est une stratégie incroyablement agressive. On récapitule, hein. Ils baissent leur prix, ils gardent plus de personnel que nécessaire, ils lancent une nouvelle marque qui, d'après le document, a coûté 3 millions de pertes au démarrage, Oui, sur cet exercice. et ils investissent 21 millions d'euros dans de nouvelles usines. La question qui tue, est-ce que la structure financière peut encaisser un tel choc? C'est la question à 100 millions, oui. Et le communiqué fait de son mieux pour rassurer. Et il y arrive plutôt bien. Ah oui. Malgré cette année de sacrifice, les fondamentaux restent solides. Les fonds propres du groupe dépassent la barre symbolique des 100 millions d'euros. D'accord. La capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'argent généré par l'activité, reste positive à presque 19 millions. Et ils ont toujours un bon matelas de cash, presque 43 millions en trésorerie. Pourtant, il y a un chiffre qui interpelle. La dette? La dette, oui. Ils sont passés de 5,3 millions d'euros de cash net l'an dernier à 18 millions d'euros de dette nette cette année. C'est un retournement de situation assez brutal. c'est vrai. Et si on lit ça trop vite, ça peut faire peur. Mais il y a une explication. Il y a une explication, et elle est cruciale. Ce chiffre, c'est le résultat de 2 choses. La première, ce sont les investissements massifs, bien sûr, mais la deuxième est purement comptable. C'est-à-dire? Une nouvelle norme, IFRS 16, les oblige à inscrire comme une dette les loyers futurs des concessions portuaires qu'ils ont signées pour 25 ans. Et rien que ça ajoute 10,6 millions d'euros à la dette. Ah d'accord, donc ce n'est pas un crédit bancaire qu'ils ont tiré. Non, c'est une obligation de loyer sur le long terme qui est maintenant comptée comme une dette. Sans ce changement comptable, le passage en dette nette serait bien moins spectaculaire. C'est le genre de détail technique qui change complètement la lecture du bilan. On passe d'un signal d'alarme à une situation maîtrisée. Tout à fait. Toute cette stratégie de long terme, ce pari sur l'avenir, ça repose sur une direction qui est capable de résister à la pression. J'imagine que la gouvernance de l'entreprise doit refléter ça.
Et c'est justement sur ça que se termine le communiqué. De manière assez inhabituelle, il détaille les changements au conseil d'administration. Ah oui, c'est ça, intéressant. Suite au décès du fondateur, Olivier Ponsin, il y a eu une réflexion pour préserver ce qu'ils appellent la vision familiale, basée sur le long terme. On sent vraiment cette volonté d'ancrer cette culture. Et concrètement, ça se traduit comment? Mais le plus intéressant, c'est la cooptation de deux figures clés du management au conseil. Qui ça? Boris Compagnon, le directeur commercial et marketing, et Nathalie Lucas, la directrice des ressources humaines. Le commercial et la DRH. Le message est très fort. Ils font monter au plus haut niveau de décision la personne qui vend les bateaux et celle qui gère le capital humain. C'est une gouvernance qui n'est pas déconnectée du terrain. En résumé, si on essaie de synthétiser, on a une entreprise qui traverse une crise de marché, qui voit ses chiffres chuter, mais qui refuse de jouer la carte de l'austérité. Au contraire. Au contraire, elle double la mise. Elle sacrifie sa rentabilité à court terme pour garder ses parts de marché et surtout ses compétences, tout en investissant massivement pour l'avenir. C'est une stratégie de contre-attaque. Absolument. Et le mot du PDG, Aurélien Ponsin, est très révélateur. Il admet que c'est l'exercice le plus complexe depuis 2014. Il ne cache rien. Il est transparent. Très. Mais il se dit fier de la solidité du modèle et optimiste pour un rebond proche. Et la meilleure preuve de cette confiance, Le dividende. le dividende, il propose d'en verser un. Certes, il est un peu plus faible que l'an dernier, mais dans un tel contexte, maintenir un dividende, c'est un signal extrêmement fort envoyé aux actionnaires. C'est un message qui dit « Ne vous inquiétez pas, on tient la barre ». C'est exactement ça. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Tout le communiqué est suspendu à un mot, l'attentisme. Katana fait un pari colossal sur le fait que la confiance des clients va revenir. La question qui reste, c'est donc à quelle vitesse cette confiance reviendra-t-elle? Et est-ce que leurs concurrents, qui ont peut-être fait des choix de réduction de coûts plus brutaux, ne seront pas finalement plus agiles et plus rentables quand le soleil brillera à nouveau? C'est tout le dilemme entre la résilience et l'agilité.